Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Binotto, bientôt dans un poste pour Liberty Media, un poste de direction pour la F1. Binotto évaluera la possibilité de travailler pour Liberty Media aux côtés de son ami Stefano Domenicali dans le rôle laissé vacant par le retraité Ross Brawn. Bah, c'est pas idiot. L'hypothèse est en cours d'examen par les parties et certains détails sont encore en cours de définition. Enfin, la discussion tourne autour de la période de jardinage. Bon, en gros, période de préavis, quoi. Ils peuvent pas occuper un autre poste. Que devrait respecter Mattia Binotto après son départ de Ferrari, qui pourrait être réduite à 6 mois, et ne lui permettrait pas de travailler pour une équipe rivale. Si cette rumeur se confirmait, le technicien italo-suisse rejoindrait Liberty Media dans le rôle de superviseur technique. De plus, en n'assumant aucun rôle dans aucune autre équipe de la grille, Binotto pourrait contourner la période de jardinage. Alors, il va pas faire de jardinage, Binotto, terrible, la déception. Le technicien italien, malgré sa démission le 29 novembre, continuera à travailler sur le projet 675 pour la saison 2023 de Formule 1, jusqu'au 31 décembre, toujours selon Paolo. C'est con, parce qu'au final, ils ont déjà nommé Vasseur, et l'autre il reste en pause jusqu'au 31 décembre, mais il sait très bien qu'il sera plus là après. Je trouve ça débile. Binotto a également négocié une nouvelle indemnité de départ de 1,5 million d'euros, même si cette nouvelle n'a pas encore été confirmée. D'un point de vue purement technique, l'image de Binotto serait parfaite pour remplacer la perte de Ross Brawn, décidant de prendre sa retraite. L'ancien patron de l'écurie Ferrari peut se vanter d'avoir une parfaite connaissance des moteurs hybrides, ainsi que d'avoir réalisé une étude pour le compte de la FIA sur l'impact des biocarburants pour atteindre le net zéro. Bon, ça c'est une rumeur, évidemment, rien d'officiel. Mais bon, pourquoi pas, Binotto dans un poste à la F1, tout simplement. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonne idée ou pas? Chandok dit que le début de saison d'Hamilton en 2022 lui a rappelé Senna en 93. Lewis, au début de l'année, je suis sûr que sa motivation n'était pas là, je peux le comprendre. Ça m'a rappelé Senna en 93. C'était un gars qui était le pilote numéro 1 de sa génération. Il arrive à la course d'ouverture et dit: Mon Dieu, je suis capable de me qualifier qu'en troisième ligne de la grille. Où est la motivation? Ensuite, nous sommes arrivés à Barcelone et ils ont tourné un peu le coin, il a relevé le défi. Traduction bancale. Il est important de noter qu'au cours de la première moitié de saison, Hamilton s'est concentré sur les tests et l'amélioration de l'UV13 au détriment des performances. Au début de l'année, les choses semblaient vraiment bonnes pour Russell, il surclassait régulièrement Lewis. Je pense qu'il a eu un petit coup de semonce au milieu de l'année lorsque Lewis améliorait son jeu, et je pense que George a fait une course où il ne pouvait pas prendre de l'avance. Je pense qu'il s'est dit: Waouh, j'ai réveillé la bête! Mais à son crédit, vers la fin de l'année, ce week-end et cette victoire au Brésil ont été exceptionnels, il est revenu. Je suis fasciné de voir comment ces deux-là seront ensemble dans l'année prochaine. Ouais, en espérant que ça fasse pas une Hamilton Rosberg bis au bout d'un moment, et que l'ambiance reste saine entre les deux. Donc voilà, on verra ça l'année prochaine. Ciao ciao. Wolf Schumacher est victime de la brutalité de la Formule 1. Alors, il revient sur la nomination de Mick Schumacher. J'aime vraiment Mick et j'aime sa famille, comment ils ont élevé leurs enfants avec ce nom incroyablement célèbre, et je pense qu'il mérite une chance. Il a remporté les Formules Juniors, c'est pas facile, les choses peuvent aller contre vous dans vos premières années en Formule 1. Il était sous la pression des résultats, ça aide pas. La Formule 1 est brutale. Alors peut-être d'une certaine manière, avoir une année sabbatique en tant que pilote, troisième pilote, similaire à ce que fait Ricardo, peut être bon pour vous réévaluer, vous mettre dans un meilleur endroit, et ensuite, espérons-le, retrouver un baquet. Quelques instants avant sa signature chez Mercedes, le départ de Schumacher de la Ferrari Academy a été officialisé, le jeune Allemand décrivant ce changement comme un nouveau départ. Et Wolf est déterminé à accompagner le fils de Michael Schumacher afin de développer son potentiel de champion en F1. Il m'a toujours impressionné par sa personnalité. La première fois que je l'ai rencontré, c'était sa première année en F3 à Hockenheim. C'est juste une bonne personne. Il a gagné la F3, la F2, et comme je l'ai déjà dit, ça ne peut pas sortir de nulle part. C'est pas faux. Donc voilà, Mick Schumacher peut-il remplacer Lewis Hamilton dans 3-4 ans chez Mercedes, quand il partira pour de bon à la retraite? Je sais pas. Faudra voir, parce que s'il se contente d'être pilote de réserve pendant 3 ans, ça va être un peu compliqué quand même. Il faudrait qu'il redevienne titulaire, quoi, dans 2 ans, Mick, au mieux, en 2024, quoi. Mais où? Ça, c'est la grande question. Je vous laisse commenter. Anyway, ce sera une année 2023 difficile pour Red Bull. C'est ce qu'on souhaite, évidemment, en tant que fan de Mercedes ou de Ferrari. La réduction des essais en soufflerie signifie que nous pouvons donc évaluer moins de composants différents,
moins d'idées différentes. Si nous sommes vraiment intelligents et mettons toujours les bonnes choses sur le modèle, ça ne fera pas beaucoup de différence. Newey redoute surtout le retour de la concurrence en 2023 après une nette domination de Red Bull en 2022. Ferrari va pas se reposer sur ses lauriers, ils détermineront où seront leurs points faibles. Ils ont eu quelques problèmes de fiabilité et ils ont évidemment fait quelques erreurs stratégiques. Ils seront donc bien là. Et puis vous avez Mercedes commencer avec une voiture. Vous avez vu Mercedes commencer avec une voiture qui était assez loin du rythme et la faire évoluer au point où elle a remporté l'avant-dernière course. Donc nous savons qu'ils seront là. Ça va être une année difficile, c'est sûr, pour nous. Voilà, à quel point ça sera difficile, ça reste à voir. Je pense qu'ils auront encore l'avantage en début de saison Red Bull. Mais au bout de 5-6 cours, je pense que vraiment, là, ils vont galérer. Hein. Enfin, j'espère du moins. Si c'est un remake de 2022, là, je comprendrais pas, franchement. Allez, je vous laisse commenter ça. Ciao, ciao. Alors, Zach Brown, la porte est ouverte pour Ricciardo chez McLaren. Oui, bon, il reviendra pas chez McLaren, hein, vu ce qui s'est passé, j'en doute, hein, personnellement. Aujourd'hui, alors que Ricciardo semble un titulaire est parti vers d'autres cieux, il dispose d'un statut de troisième pilote chez Red Bull. Zach Brown évoque ses regrets de n'avoir pu décrocher les succès espérés avec lui. C'est en quelque sorte un grand mystère. Il nous l'a montré à Monza, pas parce que tout le monde s'est sorti, mais il a pris la tête, il est parti, il a remporté 8 grands prix dans sa carrière. C'est tellement frustrant pour nous tous, mais le souvenir à Monza, à ce jour, est mon meilleur souvenir en 30 ans de sport auto, et je dois remercier Daniel pour ça. J'espère vraiment le revoir sur la grille en F1, ce qui est son désir, et la porte reste ouverte pour qu'il soit dans une McLaren à l'avenir si les étoiles s'alignent. J'adorerais refaire de la course avec lui. On rappellera que McLaren est présente en IndyCar en Formule 2 également. Pour l'heure, Ricciardo a indiqué que sa priorité resterait la F1. Mais voilà, est-ce qu'il changera d'avis ou pas? Ça. Déjà, il va se ressourcer chez Red Bull, à faire un peu de simulateur et de trucs marketing, donc voilà, on verra ça. Ouais, ciao, ciao. Alors, les 5 équipes de la Formula One Academy, donc championnat 100% féminin. Il y aura 3 monoplaces, ce qui fera 15 pilotes féminines qui concourront lors de 7 meetings comprenant 3 courses, pour un total de 21 courses disputées. Pour le moment, le calendrier de la campagne n'est pas connu, il devrait y avoir un week-end en commun avec la Formule 1, même si ça reste à confirmer. Donc ce sera un châssis F4, au niveau de la F4, développant 165 chevaux. Je suis très heureux de révéler les 5 équipes qui rejoignent la F1 Academy pour le prochain cycle de 3 ans à partir de 2023. Nous les connaissons très bien, et nous collaborons avec chacune d'entre elles depuis de nombreuses années. Elles sont réputées pour leur expérience et leur expertise dans la formation et le développement de jeunes pilotes. J'ai pleinement confiance dans le fait qu'elles donneront aux participants les clés pour progresser techniquement. Alors c'est quoi les équipes du coup là? Ah bah elles étaient marquées au début, excusez-moi. Donc il s'agit de Hard Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport et Prema Racing. C'est des équipes qui sont déjà en F2 et F3, oui. Donc ok, bah écoutez, on verra ce que ça donne ce petit championnat. Bon, je m'attends pas à des courses de folie hein, non plus. À mon avis, ça sera peut-être même pire que la W Series. Bon, après voilà, je sais pas. Je sais même pas ce que ça va devenir la W Series au final. Donc bah, écoutez, voilà. Et abonnez-vous à Team Motorsport. Alors, Aston Martin dévoile la date de présentation de sa MR23, donc la future voiture d'Alonso. Il s'agira du lundi 13 février 2023 à 20h. Ah bah c'est précis, dis donc. L'équipe procédera à cette présentation en direct depuis son tout nouveau campus de Silverstone, peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi par l'écurie avec une diffusion live de l'événement sur divers canaux. Je ferai une diffusion sur Twitch, sûrement. Et en simultané sur Tip Stories ou Team Motorsport, je verrai. Ça sera l'occasion de voir Alonso avec sa nouvelle équipe. Bon après voilà, c'est du blabla. Le reste on le sait, Aston a lancé un grand plan de modernisation et de développement de ses installations, même si certains éléments ne seront pas dispo dans l'immédiat, comme la soufflerie qui devrait être opérationnelle en 2024. Une partie des nouveaux bâtiments et outils devraient progressivement entrer en fonctionnement et participer à l'effort pour atteindre les avant-postes de la Formule 1 dans les années à venir. Bon. Donc voilà, MR23 sera présenté le lundi 13 février 2023 à 20h pile. On sera en live évidemment pour voir ça. Allez, je vous laisse commenter cette nouvelle. Alors effectivement, j'ai noté ça qu'Alonso a ajouté Diaz à son nom dans la liste des pilotes là qu'on a vu hier. Fernando Alonso Diaz conduira pour l'équipe Aston Martin en Espagne. Il est de coutume qu'un enfant prenne le nom de famille de son père et de sa mère. Alonso est le nom de famille de son père, Diaz est celui de sa mère. En ajoutant Diaz, Alonso veut renforcer davantage le lien avec sa famille. Il y a cependant de fortes chances que le téléspectateur ne remarque que très peu de changements en tant qu'abréviation Halo restera probablement à l'écran. Bah oui, ça c'est sûr, ils vont pas mettre Dia. Hein. Pérez a aussi un double nom de famille, Mendoza, qui n'est jamais utilisé par la FIA et la Formule 1. Pour le monde extérieur, le Mexicain est Sergio Pérez.
La liste des engagés a déjà remarqué que Nick De Vries utilisera le numéro 21. Oui, ça, ok, on a vu ça hier. Bon, voilà, ouais, c'est... Donc voilà, Alonso qui ajoute Diaz. Que dire d'autre, hein, franchement. Il veut faire honneur à sa mère. C'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Mais on verra sûrement que Fernando Alonso dans les incrustations, etc. Ça changera rien, comme Perez d'ailleurs. Allez, ciao. Alors, Arabie Saoudite accueillera l'ouverture de la saison de F1 en 2024 apparemment. C'était prévu pour l'Australie, mais ils ont changé leur plan. L'Australie qui a été, on rappelle, hein, prolongée jusqu'à 2037 au lieu de 2035, ce qui est énorme, hein, 15 ans. La F1 n'a pas été en mesure de confirmer que l'Arabie Saoudite débuterait la saison 2024. Il y aura des spéculations selon lesquelles l'Arabie Saoudite, qui paie déjà l'un des plus gros montants pour son événement, a payé un montant supplémentaire pour s'assurer le prestige d'accueillir la première course. Mais une source proche de la situation a insisté sur le fait que c'était pas le cas. Plus tôt cette année, l'Arabie Saoudite a rejeté la proposition de la F1 d'accueillir un événement sprint en 2023 parce que les organisateurs ont refusé l'argent supplémentaire impliqué. D'accord, bon. Alors, un sprint à Jeddah en plus... Honnêtement, pourquoi pas? Parce que Jeddah, en général, il se passe des trucs. Même si, bon, le pays est pas ouf. On peut pas dire qu'on s'emmerde dans les courses. Globalement, ça va. Mais, ouais. Bon, après, écoutez, voilà. On verra si ça commence la saison 2024 ou pas, l'Arabie Saoudite. D'habitude, c'est Bahreïn ou l'Australie. Bon, là, ça pourrait être l'Arabie Saoudite. On verra ça. Faisons déjà la saison 2023 avant de commencer à parler de 2024. Allez, ciao. Fernando Alonso pas convaincu par les nouvelles règles. Oh Fernando, ça suffit maintenant. Les nouvelles règles ont été une des raisons pour lesquelles je suis revenu en F1. Elles devaient initialement être introduites en 2021, donc je suis revenu un an trop tôt. Donc oui, c'était un peu décevant pour tout le monde de se rendre compte que les choses n'avaient pas radicalement changé. Il y a eu au maximum 2 équipes qui peuvent gagner des courses. Comme ça a été le cas ces dernières années, l'écart entre les 2 ou 3 meilleures équipes et le milieu de peloton est encore trop grand. Dans 50% des courses, nous sommes à un tour du vainqueur. Par conséquent, nous n'avons pas encore atteint le résultat que la F1 vise avec les nouvelles règles. Lorsqu'on lui demande s'il pense que ces règles auront un impact significatif à un moment donné, il a répondu « Je pense pas que le plafond budgétaire aura un grand impact, ce sera plutôt les règles, elles sont très restrictives. Il n'y a plus grand chose à inventer, les meilleures équipes sont assez proches de la limite, et les autres vont les rattraper. Tôt ou tard. Bon, peut-être, on verra s'il a raison ou pas. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart avec le midfield encore, hein. Entre les leaders et le midfield, c'est compliqué. J'espère qu'en 2023, cet écart va se réduire, et on veut des courses plus disputées, si possible. Voilà pour cette interview de Fernando Alonso. Norris aimerait tester l'Indy 500. Zak Brown a révélé que Lando Norris était intéressé à participer au 500 Indianapolis dans le futur, au volant d'une Dallara du Arrow McLaren SP. Lando a indiqué qu'il aimerait faire l'Indy 500 un jour, a déclaré Zak Brown. Bien sûr, un de mes premiers défis a été d'amener Alonso à Indianapolis, ce qui a été une expérience géniale pour tout le monde. Alors oui, vous savez, les calendriers sont assez fous ces jours-ci, mais je pense que les pilotes de course aiment conduire des voitures de course, et oui, je pourrais voir cela se produire. McLaren étant déjà engagé en IndyCar, en extrême E aussi, et la Formule E. Brown a révélé qu'il avait les yeux fixés sur une discipline de plus, s'il était en mesure de le faire. J'aimerais nous voir au Mans, en sport proto. Nous avons beaucoup de choses à faire, les étoiles doivent toutes être alignées, être au bon endroit au bon moment, s'assurer que nous sommes satisfaits de nos programmes existants. Mais si je pouvais agiter une baguette magique et être dans une autre série, ce sera en hypercar. Bah ouais, ça paraît logique d'un côté. Peut-être qu'un jour ils y arriveront, du coup. Quant à Norris, 500 miles, bon, c'est pas de mal à veille, je pense. Pas avant 4-5 ans. Et encore, même pas sûr que ça se fasse au final, parce que ça se trouve, Norris, un jour, il quittera McLaren aussi. Et il ira pas faire l'Indy 500 avec McLaren, du coup. Bon, on verra. Allez, ciao, ciao. Alonso se voit rester en Formule 1 jusqu'en 2025. Eh ben, les gars, on va en bouffer du Fernando, hein. Il pense qu'il peut encore faire 2 ou 3 saisons de plus, s'il se sent encore en forme. Tant que j'ai toujours l'impression de pouvoir me donner à 100%, je peux assurément rester encore 2 ou 3 ans en F1. À mon âge, je dois aborder beaucoup de choses différemment. Les entraînements, les voyages, les événements entre les deux. Poursuite double champion du monde. Même s'il a déjà quitté la F1 auparavant, il n'a jamais envisagé d'arrêter complètement la course, étant donné ce que signifie le sport automobile pour lui. Oui, je suis effrayé à l'idée de vivre une vie sans course. J'ai pas de plan B. J'ai été pilote de course toute ma vie, et je suis bon dans cette discipline que parce que j'ai rien appris d'autre. Ma vie a toujours été consacrée au sport auto, et ce que je fais le mieux, c'est piloter. Si un jour je dois quitter la Formule 1, je ferai d'autres courses. Ouais, enfin, tu vas pas faire de la course jusqu'à 70 ans non plus, Fernando. Au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter, hein. Donc Alonso, il est bien parti pour rester encore jusqu'à 2025. Peut-être 2026 pour la nouvelle réglementation, ça se trouve. Ouais, ça paraît un peu gros quand même, hein. Donc voilà, vous en pensez quoi cette annonce ? Alors, Ralf Schumacher est évidemment très content que son fils rejoigne Mercedes, même si c'est que pilote de réserve. Il a maintenant 2 coéquipiers expérimentés pour changer une équipe qui est heureuse de l'avoir dans l'équipe. Le petit tacle envers
Haas au passage. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant pour Mick et Mercedes d'une part, parce que l'équipe a maintenant un pilote qui peut remplir la fonction de pilote si l'un des pilotes réguliers ne peut pas courir, et d'autre part, bien sûr, pour Mick lui-même, car il est maintenant dans une équipe où il peut apprendre beaucoup de choses. Ah bah, c'est sûr qu'il apprendra beaucoup plus, même en tant que pilote de réserve chez Mercedes, que chez Haas. Hein. Là, il est avec des winners, là. Il est pas avec des losers comme Haas, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'il arrivera à rebondir en tant que titulaire quelque part en 2024 ou 2025 Mick Schumacher, c'est pas dit. C'est pas dit, parce que quand même, tous les baquets sont pris pendant un moment, là. Donc, à moins qu'une nouvelle équipe débarque, à la limite, une 11e équipe, Andretti, au hasard, puisqu'apparemment c'est presque fait, selon lui, à la limite, il pourrait reprendre un baquet là, mais bon, rien ne dit que Andretti va arriver, quoi. Et rien ne dit que si c'est le cas, ils le prendront. On verra bien, je vous laisse commenter. Marco dément les rumeurs et parle d'une bonne conversation avec son successeur, avec le successeur de Mateschitz. 79 ans quand même, hein. Il serait temps qu'il laisse sa place, Marco, non? Je sais pas. Minslav a été nommé comme un des 3 membres du conseil d'administration suite au décès de Mateschitz. L'Allemand s'est vu confier le portefeuille des projets commerciaux et des investissements. Ça comprend toutes les activités sportives et donc aussi Red Bull Racing. L'avenir de l'équipe de Formule 1 n'est pas en péril, et dans les années à venir, nous verrons Red Bull rester actif dans la classe reine du sport auto. Nous avons la même idée de base, et il s'est à nouveau beaucoup renseigné sur l'équipe, et est bien informé. Ce n'est pas un secret que nous sommes l'équipe phare de Red Bull. Red Bull Racing a été sensationnel pendant longtemps en termes de chiffres, de succès et de marketing. Nous avons donc rapidement convenu que nous voulions poursuivre l'équipe dans cette direction fructueuse. Marco et Horner sont associés depuis longtemps à Red Bull, en effet. Ce dernier est le patron d'équipe qui a servi le plus longtemps en Formule 1. Il n'y aura pas de changement à la tête de l'équipe pour le moment, car Marco affirme également qu'il est parfaitement en place. La continuité est définitivement un ingrédient très important pour le succès, même si les performances d'AlphaTauri n'ont pas été satisfaisantes. Nous sommes en train de tout analyser, nous verrons comment fixer le cap pour l'avenir. Bon, de toute façon il sera pas éternel, hein, Marco, je pense que maximum, il va peut-être rester en place jusqu'en 2026 à la limite, jusqu'à la nouvelle réglementation moteur, mais après il faudra qu'il laisse sa place. Hein. Et Red Bull va pas tourner indéfiniment avec ce mec, c'est pas possible. Hein. Puis même lui, il est pas éternel non plus, 119 ans, ça commence à faire. Hein. Bon, vous en pensez quoi Combien de temps il va rester en place, Marco, selon vous? Ciao. Alors, combien gagnent Horner et Wolff? Approximativement, attention, c'est pas officiel. C'est le site français Sportune qui écrit que Wolff gagne le plus avec Horner en 2e position. Du coup, Wolff serait crédité d'au moins 16 millions d'euros par an pour ses activités au sein de Mercedes. Horner est sur la feuille de paie pour un maigre 8 à 12 millions, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est pas très précis pour Horner du coup. La semaine dernière, de nombreux changements ont eu lieu. Frédéric Vasseur passe chez Ferrari en tant que successeur de Binotto, avec effet immédiat, bon ça on a vu effectivement. Selon le média suspensionné, des noms comme Seidel et Vasseur peuvent compter sur environ 6 à 8 millions d'euros avec leur nouveau défi. Les salaires des patrons d'équipe comme ceux des pilotes ne tombent pas sous plafond budgétaire. En effet, les 3 membres de l'équipe qui gagnent le plus d'argent sont exemptés de ce plafond, tandis que le reste des salaires doit rester dans les limites du plafond budgétaire. Donc voilà. Clairement, Vasseur il va gagner plus qu'il ne gagnait jusqu'à présent, hein. Ça c'est évident. Chez Ferrari, il sera mieux payé que chez Alfa Romeo Sauber. Espérons pour lui que ça se passe bien dans cette équipe. Voilà pour ses salaires. Bon, après, ça reste assez vague. Pour le coup, ça reste plus vague que ceux des pilotes. Allez, ciao. Verstappen voulait faire tomber Hamilton du trône. Il a couru différemment en 2022. Shandock, encore lui. Max s'est détendu, plus la voiture était fiable, plus il savait qu'il était dans une machine où il n'avait pas besoin de pousser aussi fort qu'en 2021. Mais il a aussi couru différemment contre son challenger au championnat, ici qu'en 2021. Ce qui, je pense, l'a aidé. Shandock affirme que battre Hamilton l'année dernière était un peu une question de prestige pour Verstappen. Lewis est le roi du château, et il l'a été toute cette génération. Max a senti qu'il devait s'affirmer contre Lewis, le faire tomber de son trône, alors qu'il considère Leclerc, Russell et Sainz comme ses pairs, et c'est pourquoi il les fait courir différemment. Ouais, ça se défend. En 2022, Verstappen et Hamilton se sont réellement rencontrés qu'une seule fois dans un combat égal, c'était au Grand Prix du Brésil. Verstappen voulait dépasser son rival et ça a fini en crash. La seule et unique fois où leur voiture était à peu près du même niveau, il faut que ça se finisse en crash quand même. Donc imaginez l'année prochaine. Oh là là, ça va être un délire. Bon, je vous laisse commenter ça. Alors, copier Ferrari au Red Bull est inenvisageable pour Mercedes. Bon, il perdrait trop de temps, clairement. Hein. Ça serait tout bonnement revenir à zéro, et non, ça serait trop de temps perdu. Une grande partie de l'ingénierie, assurément du point de vue de l'aérodynamique, ce sont les parties que vous ne pouvez pas voir sous le plancher. C'est là où il y a beaucoup de travail. Le concept des pontons, c'est une chose à laquelle, en étant réaliste, nous devions de toute façon nous tenir. Mais si nous nous étions plus focalisés sur le fait d'essayer de trouver une solution rapide, on aurait pu copier, tester et voir ce qui se passait.
Le but pour nous a toutefois toujours été d'essayer de comprendre cela par nous-mêmes, d'apprendre et de trouver notre propre voie. Car si vous voulez gagner notamment des courses des championnats du monde, vous ne le faites pas en copiant les designs de tout le monde. Toutes nos autres voitures disposaient d'éléments innovants, d'idées intelligentes. Nous avons essayé d'être précurseurs en matière de technologie, donc on va s'y tenir. C'est bien, c'est une bonne mentalité, je trouve. Ça ne veut cependant pas dire que les choses ne seront pas différentes pour 2023, d'autant plus que la comparaison directe entre la meilleure voiture, à savoir la Red Bull RB18 et la W13 est douloureuse, notamment en termes de traînée aéro. Si la première citée a justement su réduire la traînée au maximum pour bénéficier d'une excellente vitesse de pointe tout en maintenant un niveau d'appui performant, la Mercedes a grandement souffert de sa forte traînée. Mais Chauvelin prévient, la vitesse de pointe ne sera pas une obsession en vue de la saison prochaine. Ah bah, il faudrait quand même améliorer ça, parce que bon, en ligne droite, ils se font fumer, sauf sur les circuits signaux où il n'y a pas trop de ligne droite, quoi. Quand vous avez une réglementation totalement nouvelle, il est difficile de savoir où tout le monde va aller en termes de design. Si nous lui installons les mêmes ailerons, leur voiture générerait moins de traînée. Dans la première partie de l'année, il fallait que nous employions un niveau d'appui très élevé, ce qui n'était clairement pas de ce point de vue. Mais si vous prenez le Brésil, nous n'avions pas la voiture la plus rapide en vitesse de pointe, et pourtant nous avons pu les dépasser et réaliser les doublés. Donc rendre la voiture plus rapide en ligne droite n'est pas la première des priorités. Par ailleurs, la Williams est une des plus rapides en ligne droite, donc ça ne définit pas votre niveau de performance. Bien entendu, quand c'est très serré, c'est un bon avantage à avoir. Bah oui, c'est quelque chose que nous aimerions corriger. C'est juste que la priorité sera toujours de la performance de base de la voiture. Ok, d'accord, bon. Les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer la situation du marsouinage. Fondamentalement, toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème. Très bien. Alors, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Mercedes a trouvé un vieux compagnon de route avec le retour du marsouinage. C'est sympa ça pour la dernière course de la saison, ça donne beaucoup d'optimisme pour la suite. Plus vous chargez aérodynamiquement le plancher, plus vous déclenchez ces problèmes. Là où nous avons fait de vrais progrès, c'est en ligne droite. Si on en revient à Imola, Jeddah, au Bahreïn, aux premières courses, la voiture rebondissait vraiment très fort à haute vitesse. Et nous avons réussi à très bien maîtriser ça. Il y a toujours eu des problèmes quand la voiture passait dans un virage rapide et que le plancher était à un point où il entrait en contact avec la piste. Ça peut entraîner un peu d'instabilité, mais les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer ça, fondamentalement. Toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème, ils vont rendre les choses un peu plus faciles pour les équipes. Mais nous avons espoir que le travail d'apprentissage et de compréhension de la première partie de la saison va au moins nous aider à développer une bonne base pour l'année prochaine. Très bien, on espère, on souhaite évidemment que ce soit le cas, rien que pour le spectacle. Bon voilà, on verra bien. Ciao ciao.